Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19 heures heure française, 18 heures heure algérienne. Alors j'espère que ma connexion fonctionne bien, il y a eu un petit bug au départ, j'espère que ça ne va pas reprendre comme ça parce que ça s'est coupé. Donc on attaque avec trois petites choses comme d'habitude, c'est-à-dire un témoignage ici d'un responsable pied noir que je connais un peu qui s'appelle Georges Belmont. Donc on va essayer de répondre à son commentaire qui parle des enfants de pied noir. Puis Bastos, bien évidemment, comme annoncé. Puis un commentaire de Ali Din Benkoula qui regarde assez souvent le live, je le salue, et qui revient un petit peu sur Merzel Kébir pour raconter deux choses qui valent le coup d'être entendues, je pense. Donc, on commence avec le commentaire de Georges, qui me dit « D'autre part, si, suite à des violences, en particulier politiques, les victimes ont tendance à s'enfermer dans le silence », alors il parle des victimes des pieds noirs, dont les parents notamment, ou eux, ont subi des violences politiques, en Algérie notamment. Il faut également relever le discours pervers des bourreaux qui inversent les rôles des uns et des autres. Bon, ça c'est la partie politique, moi j'y reviendrai pas, hein, Georges, sur la partie politique, c'est pas mon truc. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie du commentaire. C'est en particulier en France, les discours sur la culpabilité des pieds noirs, trop souvent relayés par les enfants de ces mêmes pieds noirs. Je prendrai pour exemple emblématique un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, 3 jours à Oran. 3 jours à Oran, ça a été écrit par Anne Plantagenet d'ici. Salut Dan. Bon, j'ai une connexion qui a l'air d'être moyenne, hein, donc j'espère que ça va aller quand même. Il y a eu un faux départ ou quelque chose comme ça, j'espère que ça va. Ça a l'air d'aller mieux, je vois qu'il y a des spectateurs, bon, donc ça va. Donc, je vais peut-être relire, non, je ne vais pas relire. Donc, Anne Plantagenet, salut Sarah. Anne Plantagenet, 3 jours à Oran. Alors, je vais lire derrière ce qu'elle écrit, elle. C'est une fille de pied noir. Hein. J'ai toujours su qu'un jour, il faudrait que j'aille en Algérie. Je suis fille, petite fille, arrière-petite fille de pied noir. Enfant, j'en étais fière. Ensuite, j'en ai eu honte. Longtemps, je me suis trouvée là, entre ces deux rives, et la relation complexe, douloureuse, que j'entretenais avec mes racines, a dirigé ma vie, malgré moi, dicté mes choix. Quand ma grand-mère est morte, j'ai pensé que ce jour était arrivé. Bonjour Marie-Ange. Le 15 septembre 2005, j'ai embarqué avec mon père sur un vol à destination d'Oran. J'ignorais ce que nous allions trouver là-bas, si la maison où il était né existait encore, comment nous serions accueillis. J'ignorais surtout si ce voyage dont j'attendais beaucoup et que j'ai forcé mon père à accomplir avec moi serait une victoire ou une erreur. Il y avait un risque, je l'ai pris. Salut Thomas. Salut oui. Donc, je reviens un tout petit peu. Georges me dit, en bas de son commentaire, c'est en particulier en France, les discours sur la culpabilité des pieds noirs, trop souvent relayés par les enfants de ces mêmes pieds noirs. C'est-à-dire qu'il fait référence, en fin de compte, à Anne Plantagenet, puisqu'il dit, je prendrai pour exemple emblématique, ça veut dire qu'il la considère comme emblématique, un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, 3 jours à Oran, et 3 jours à Oran, donc c'est Anne Plantagenet, l'extrait que je viens de vous lire là. Or, cet extrait que je viens de vous lire là, on ne peut pas faire plus emblématique aussi de ce que peut être le cheminement d'un enfant de pied noir, c'est-à-dire fille, petite fille, arrière-petite fille de pied noir. Content de te revoir Thomas aussi. Deuxième chose, relation complexe. Alors, enfant, j'en étais fier. Ça veut dire que elle est comme Olivia Burton, par exemple, qui était en admiration devant sa grand-mère, et sa grand-mère qui lui racontait des tas de choses sur l'Algérie, qui était plus jolie que Bandol, etc., etc. Et évidemment, la petite enfant, elle imagine l'Algérie comme un pays extraordinaire et tout ça, et on est fier de ses grands-parents qui ont connu un pays extraordinaire, etc., etc. Puis, deuxième étape, ensuite, j'en ai eu honte. C'est-à-dire qu'on passe par l'école, on passe par l'enseignement de la colonisation, et là, on commence à se poser des questions, bien évidemment, et on entre en confrontation avec l'histoire familiale, et on commence à se poser des sérieuses questions. Et elle dit, longtemps, je me suis trouvé là, entre ces deux rives, c'est-à-dire, en fin de compte, aussi, non seulement entre la rive de l'Algérie et la rive de la France, mais entre les deux rives des deux histoires, l'histoire familiale et puis l'histoire
officielle qu'on enseigne. Et la relation complexe, douloureuse que j'entretenais avec mes racines a dirigé ma vie malgré moi. Troisième point, quand là, ça a coupé, alors j'espère que vous êtes toujours là parce que je vois que ma connexion elle a carrément coupé puis elle est revenue. Donc il va falloir me dire si vous êtes toujours là ou si ça a coupé. Donc je reviens, quand ma grand-mère est morte, j'ai pensé que ce jour était arrivé. Quand sa grand-mère est morte, c'est-à-dire que c'est pareil qu'Olivia Burton, sa grand-mère meurt. Moi c'est ma mère qui meurt. Je ne sais plus, j'avais un troisième exemple sous les yeux. Il y a toujours, très souvent en tout cas, la mort de quelqu'un. Ah, Sarah, toujours là, super. Il y a toujours la mort de quelqu'un qui vient, clac, déclencher. Super, Marie-Ange, on est là. Bon, c'est sauvé. Parce que là, j'ai eu un écran noir et tentative de reconnexion, etc. etc. J'ai une connexion Wi-Fi là qui a l'air d'être de plus en plus mauvaise, ce qui ne me rassure pas des masses. Donc, je reviens, il y a ici la mort d'un ascendant, d'un ancien en tout cas, pas d'un ascendant, d'un ancien de sa grand-mère ici, qui fait que, hop, elle bascule. Et derrière, elle décide d'amener son père. Alors là, c'est encore plus fort quand même. Et son père, il faut savoir dans le livre, parce que je l'ai lu le livre, dès que j'ai vu 3 jours à Orange, je me suis dit, hop, il faut que j'aille lire ça. Et son père, c'était quelqu'un qui, alors lui, était très très réservé, qu'on appelle un taiseux quelque part, c'est quelqu'un qui se tait, qui parle pas du tout, qui est en fait sûrement dans sa douleur, qui dit rien, qui parle même pas de l'Algérie, qui n'a pas spécialement d'amis, qui est très isolé, et qu'elle va l'amener à Oran, ils vont y passer 3 jours, et elle va se rendre compte là-bas qu'il se met à s'ouvrir, à rayonner, à discuter avec toutes les anciennes personnes qu'il retrouve, etc., etc. Enfin, il se métamorphose, il se métamorphose littéralement pendant les 3 jours où il est là-bas. Et ce qu'elle voit là, ça la questionne profondément et elle sait qu'elle a fait du bien à son père et que son père il avait besoin finalement de retourner en Algérie, que ces 3 jours-là, ils lui ont fait énormément de bien. Et alors évidemment dans ce livre-là, qui pour moi est juste un livre merveilleux, puis alors sur le plan littéraire, on est dans du très haut de gamme, c'est de la grande délicatesse, on n'est pas dans les fioritures à faire des jolis ronds de jambes et tout ça, on est vraiment dans quelque chose de très doux. Et évidemment, dans ce livre-là, par contre, il doit y avoir 2-3 petits passages où elle tape un peu sur les associations Pieds Noirs. Et alors, il faut dire que quand le livre est sorti, c'est-à-dire il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça, 2 ou 3 ans, évidemment, les associations Pieds Noirs, elles se sont jetées dessus, et elles ont dit que ce livre, il était nul, et j'ai eu beau le défendre, ce livre, de toute façon, c'était déjà plié. Ce livre, il était nul, et la majorité des gens n'avaient pas lu le livre. Ce qu'ils avaient retenu, c'est les extraits qui circulaient, où elle balançait un peu, enfin, balançait, mais en plus, elle balançait, mais des toutes petites choses minuscules, Mais elle disait juste que les associations Pieds Noirs, elles criaient beaucoup, et qu'elle leur renvoyait une image qui était quand même assez mauvaise, et qu'elle, ça l'avait toujours fait fuir, ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis d'accord à 100% avec ça. C'est-à-dire qu'il y a, comme je le disais hier, je ne sais plus quand je le disais, il y a un problème de communication, de toute manière, qui fait que ça fait fuir quand même les enfants de Pieds Noirs. Alors ce que me répond Georges Belmont, de l'autre côté, c'est en particulier en France les discours sur la culpabilité des Pieds Noirs, trop souvent relayés par les enfants de Pieds Noirs. C'est-à-dire que pour lui, les enfants de Pieds Noirs en rajoutent une couche sur les Pieds Noirs, ce qui n'est pas faux probablement, ce qui n'est pas faux. Ils en rajoutent une couche sur les Pieds Noirs en disant que ce sont des gens qui crient beaucoup et qui donnent une mauvaise image finalement des Pieds Noirs. Ce en quoi je ne suis pas forcément en désaccord. Moi je pense qu'il y a vraiment, pour les associations Pieds Noirs en tout cas, si Georges tu m'écoutes, il y a vraiment quelque chose à faire sur le plan de communication. Mais on en a parlé un tout petit peu derrière, et tu disais que de toute façon, les Pieds Noirs, ils avaient vécu des choses tellement difficiles qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer posément, et que voilà, c'est des choses qui ressortent. En attendant, je pense que ça fait beaucoup de mal au monde Pieds Noirs, et que ça fait fuir énormément de gens comme moi, énormément de gens comme Anne Plantagenet, et de beaucoup d'autres, qui fait que c'est pas possible pour nous d'aller vers le monde Pieds Noirs. Ça devient très compliqué. Bon voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps que ça, je suis à 10 minutes, ce qui est énorme pour ça, mais enfin bon, c'est quand même un point important. Et j'attaque sur Bastos. Alors Bastos, il y en a plein qui connaissent, ça ressemble à ça. Du moins, ça ressemblait à ça, parce que ça ressemble plus à ça. Quand je suis passé en avril 2016, là, il y a 2 mois,
je me suis rendu compte qu'ils avaient repeint ça. Alors j'ai pas la photographie, j'ai pas pris une photo quand je suis passé, j'ai pris très peu de photos quand je suis passé en avril 2014 parce que j'étais pas dans l'esprit, j'étais plus dans l'esprit des photos. Je crois que j'y retournerai, quand j'y retournerai en juillet, je ferai des photos quand même pour, ne serait-ce que pour le live, hein. Je ferai des photos, mais là, quand j'y suis passé, je suis passé, je sais plus, c'était peut-être avec Abdelbaki, en voiture, devant les usines Bastos, et je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'était comme ça, c'est pas comme ça dans mon imagination, et en fait, ils ont tout repeint en beige, en crème, quelque chose comme ça. Donc c'est plus comme vous les avez connus, peut-être comme ça, c'est-à-dire plus ou moins rouge et blanc, ces grands bâtiments. De l'autre côté, on a une vue là, hop, je vais essayer de mettre bien, voilà. C'est ce qu'on voit depuis la promenade de l'étang, là, hop. On a les usines Bastos, là. Alors moi, ces usines Bastos, je ne connaissais pas du tout, hein. Je ne connaissais pas du tout, puis un jour, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose sur les usines Bastos. Et je me suis retrouvé, je ne sais plus trop comment, avec cette photo-là. C'est la photo que j'ai mis dans le post que j'ai mis cet après-midi, là, c'est-à-dire les cigarières de Bastos. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est toutes ces femmes? Et en fait, mais comme vous le savez probablement tous, parce que j'ai eu hier Louis, qui était ici, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, puisque j'avais lu un témoignage de lui dans lequel il disait qu'il avait fait un petit livre familial et tout ça. Et alors le soir, il m'a dit, tiens, j'ai retrouvé le livre familial, je te l'envoie si ça t'intéresse. Alors évidemment, comme tout m'intéresse de toute façon, j'ai dit, ok, tu me l'envoies. Et alors je commence à le lire. Et alors c'est pas compliqué, le premier paragraphe, il y a écrit ça. Ma mère, Samper Huertas Candelaria, alors je pourrais le faire à l'espagnol, mais je vais le faire à la française, est née en Espagne en 1889. Elle n'avait que 3 ans lorsqu'elle et ses parents sont arrivés à Oran. Adolescente, elle travaillait comme cigarière à l'usine Bastos. Mon père est né à Oran en 1892, il était contremaître docker au port d'Oran, il s'appelait Emmanuel Lacomba et sa mère Raymond Buades. Mes parents se sont mariés en 1917. Et alors dès que j'ai vu ça, je me suis dit encore, parce que j'en ai tellement entendu des témoignages de personnes qui me disaient, ma grand-mère, elle était cigarière aux usines Bastos, que je me suis dit, peut-être que je pourrais faire quelque chose sur les usines Bastos, et je me suis plongé aujourd'hui dans l'histoire de Juan Bastos, le fondateur, parce que je m'étais jamais réellement plongé dans son histoire. Je la connaissais pas très bien, j'avais dû la parcourir vite fait, mais sans vraiment. Et je crois que j'étais allé juste. Enfin, j'avais vu à Tamasouet, j'avais vu sa tombe, enfin son caveau, plus exactement, le caveau de la famille Bastos, qui se trouve là-bas et qui est assez joli. Hein. Et alors du coup, je me suis plongé dans l'histoire de Bastos. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il est arrivé, mais au tout début. Hein, il est arrivé vraiment très très tôt. Hein. Les Français, ils arrivent le 4 janvier 1831 à Oran. Lui, il est là, alors, je suis pas sûr, hein, mais il a l'air d'être là en 1834. C'est-à-dire qu'il est là 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, en 1834, il faut se rappeler quand même qu'en 1831, il y a quoi? Il y a 3000 habitants à Oran. Une grande partie, ce sont des juifs. Et en 1834, d'après ce que je lis, il y a à peu près 500 Espagnols immigrés qui fuient la famine et la misère espagnole de leur pays. Puis il y a aussi tout un tas de personnes qui vont tenter leur aventure. Hein. Mais enfin, il est là en 1834. Hein, et lui, il naît en 1817 à Malaga. Donc en 34, il a 17 ans. Il est tout jeune. Et alors, très rapidement, apparemment, il va créer une petite échoppe de tabac, comme ça se fait beaucoup en Espagne. Et dès 1838, il fonde instantanément exactement la première manufacture de tabac, cigarette Juan Bastos. Donc on est en 1838, 7 ans après l'arrivée des Français. Autant dire que c'est pas tellement pour les habitants qui va fabriquer les cigarettes dans un premier temps, c'est clairement pour les militaires français. Et alors, hein, ça marche comme ça marche, hein, il y a sa petite boîte là, mais par contre, en 1839, il y a de nouveau des affrontements entre l'émir Abdelkader, enfin les troupes de l'émir Abdelkader et les Français. Et du coup, il va y avoir un apport de militaires qui vont être là, et du coup, hop, son entreprise de tabac, elle va commencer à bien se développer, et il va tenir 3 boutiques. Ce qu'ils appellent des ateliers boutiques, c'est-à-dire qu'ils fabriquent et en même temps ils vendent, et il va en avoir 3 à Oran quand même, et il va même pouvoir en faire une autre
à Alger en 1840. Donc finalement, ça se développe assez vite, mais enfin, il faut voir que c'est des petites choses, hein. Ça n'a rien à voir avec la grande fortune que ce sera plus tard. À cette époque-là, c'est vraiment des toutes petites choses, hein. Des toutes petites choses. Alors Marie-Ange me dit, ma grand-mère roulait les cigarettes d'une seule main, un régal. Alors je vous lirai un petit extrait tout à l'heure d'un truc, d'un truc rigolo de ce livre-là. De ce livre-là, en fait, que peut-être qu'il y en a qui connaissent, Bougnoz, qui en fait a été écrit par Claude de Fréminville et qui raconte sous forme romancée l'histoire de Juan Bastos. Alors j'avais un peu lu ça, c'est bien fichu, d'autant plus que c'est un bon romancier. Bonsoir Marie-Christine. Donc, en résultat, en 1840, il a quand même 3 petites boutiques, atelier boutique à Oran, il en a une à Alger. Et le problème, ça va être en fait, comme ça commence à se développer, le problème, ça va être l'approvisionnement du tabac. Et ça va être le premier quand même, parce que pour l'approvisionnement du tabac, il n'y a pas le choix, hein, c'est soit on plante du tabac, soit on l'importe. Alors au niveau import, c'est pas compliqué, il va faire de la contrebande, comme beaucoup de monde, hein, il va faire de la contrebande en résumé. Et il va même devenir, en Algérie, ça va dépasser le Maroc, ça va dépasser, je sais plus ce qui avait marqué, ça va dépasser un petit peu les autres aussi. Ça va devenir un gros centre de contrebande là. Et en fait, il va aussi planter, et c'est l'un des premiers à planter au niveau de la ferme de Karganta. Alors la ferme Karganta, vous connaissez peut-être la place Karganta, parce que la place Karganta, elle est tout proche de la place de la cathédrale, qui s'appelle la Caïna actuellement, là, et où il y avait la maison du colon, qui actuellement s'appelle le palais de la culture. Et au niveau de la maison du colon, là, en 1840, il est évident qu'il y avait strictement rien sur le plateau, puisque toute la ville était en bas dans le ravin, et sur le plateau, il y avait une ferme, il y avait la ferme Karganta, et il va commencer à planter du tabac ici, il va en planter ailleurs, mais c'est là qu'il commence à faire ses premiers plans, hein. Et donc il va pas mal se développer, mais encore une fois ça reste petit, il faut se mettre en tête, c'est quelque chose que je savais pas, parce que Juan Bastos, on imagine que c'est tout de suite les gros trucs, mais non, il a mis 50 ans à devenir, enfin 50 ans non, on peut commencer à dire que ça se développe bien en 1880, quelque chose comme ça. Mais lui, il a commencé en 1838, ça veut dire qu'il va mettre quand même 40 ans avant de fabriquer un truc qui est vraiment costaud, hein. Et donc, il arrive il fabrique, donc il va planter son tabac, il a ses 3 petits ateliers boutiques là, plus un truc à Alger. Et en fait, alors faut savoir un petit peu, ça va se développer entre 1850 et 1870, parce que la population, mais elle passe, elle va se développer à une allure faramineuse, hein. Il faut arriver à penser qu'en 1847, il y a 25 000 habitants à Oran, sachant qu'en 1831, 20 ans plus tôt, il y en avait 3 000, hein. Donc on est passé à 25 000. Et 4 ans plus tard, en 1851, tenez-vous bien quand même, on est passé à 45 000. Donc ça augmente très vite. Résultat, lui, il va quand même commencer à faire ses petites affaires, mais il faut bien se rendre compte que ça ne va pas être les grosses affaires jusqu'en 1870, parce qu'en 1870, il a quand même pas suffisamment une entreprise qui tourne bien pour pouvoir embaucher son fils. Ça veut dire ce que ça veut dire quand même, ça veut dire que ça tourne, mais ça tourne gentiment. Il ne peut pas embaucher son fils, résultat son fils, Emmanuel, il va devoir faire comptable pour un négociant à Oran, là, et c'est 10 ans plus tard qu'il va pouvoir commencer à intégrer l'entreprise avec le second, qui s'appelle Jean. Mais jusque-là, c'est même pas la peine d'y penser, ça reste un petit truc qui tourne pas trop mal. Et alors, ce qui est pas négligeable, je trouve, chez Juan Bastos, c'est que tout de suite, hein, il a essayé, il a tout fait pour se franciser, j'allais dire, tout fait pour se franciser, même s'il a développé quand même quelques petites boutiques, ateliers en Espagne. Il en a fait 5 ou 6 en Espagne autour de 1840, mais en fin de compte, ces petites boutiques espagnoles, elles ont pris leur indépendance, elles se sont développées, puis il les a laissées prendre leur indépendance, parce que lui, en fin de compte, la seule chose qui l'intéressait, c'était la colonie française. Lui, il voulait apparemment devenir français. Et il y a trois pas symptômes, trois signes qui montrent qu'il a voulu devenir français, mais à fond, hein. Le premier signe, c'est que déjà, quand il se marie en 1839 avec je sais plus qui, ils vont avoir 4 enfants, et les 4 enfants, ils vont leur donner des noms bien français. Ils vont leur donner Emmanuel, ils vont leur donner Jean, ils vont leur donner Louis, hein, comme les rois, et ils vont leur donner, pour la dernière qui est une fille, elle va s'appeler Françoise. Bon, on ne peut pas faire mieux, hein. Ensuite, il va aller les mettre chez les franciscains, les 3 garçons, il va les faire élever chez les franciscains.
Est-ce que c'est mon micro? Je sais pas. J'espère que non. Hein. Donc les 3 garçons, il va les mettre chez des franciscains. Résultat, ils vont savoir parler le français mieux que l'espagnol. Ils parlent l'espagnol sans trop de problèmes, les garçons, mais ils vont très bien parler le français. Et à la génération suivante, il n'y a plus personne qui parle espagnol, ils parlent français. C'est pour dire, hein, quand même. Hein. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que... non, ça c'était le deuxième. Le troisième point, c'est qu'il va demander la naturalisation française. Il va demander la naturalisation française, alors que tous les Espagnols, ils demandent rien du tout. Hein. Ils vont être naturalisés automatiquement, mais bien plus tard, en 1889, lui, il veut absolument être naturalisé français. Donc c'est quelqu'un quand même qui veut absolument s'intégrer dans la colonie française et qui l'a pris en amour, hein, plus que ça même. Hein. Bon voilà, en tout cas, ensuite, bon, ça devient ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'en 1889, lui, il meurt. Le 11 septembre 1889, il meurt. Et c'est son fils Emmanuel qui va reprendre la boîte. Chantal me dit non, tout va bien. Ok, tant mieux. Donc il va reprendre la boîte, donc en 1890, quelque chose comme ça. Mais là, ça va commencer à bien pousser. Hein. Ça va commencer à bien pousser et ils vont mettre les entrepôts qu'on connaît là, au niveau du port d'Oran. Alors moi j'ai toujours entendu les usines Bastos, mais j'ai quand même lu que les usines Bastos, création des usines Bastos en 1910. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y avait en bas là au début. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait là au début, si c'était juste des entrepôts et qu'ensuite ça s'est agrandi ou je ne sais pas quoi, ils en ont fait des usines. En tout cas là, la photo que je vous ai montrée ici, là, moi j'ai toujours appelé ça les usines Bastos, mais peut-être qu'au début, en 1890, c'était juste des entrepôts, parce qu'il y avait une petite usine qui était rue de la Vieille Mosquée, pour ceux qui connaissent, hein, c'est pas très loin du quartier juif du Derbe, là-bas, c'est sur la pente est, la pente est du ravin Razelaïn. Apparemment il avait une petite boutique, il avait son atelier qui était là, mais bon, quand ça s'est bien développé, semble-t-il, quand même, ils ont créé les usines Bastos, et là on est plutôt vers 1911. Et évidemment, alors après, la Première Guerre mondiale, ça va se développer dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est que ça va partir en Europe et tout, et même jusque en Turquie. Alors si je me rappelle bien, en Turquie, il s'en va créer, je sais plus trop quoi, la maison Bastos s'implante en Grèce. Elle reprend la manufacture de tabac Abdelkader Ben Turki d'Alger. Donc il va commencer à... Bon là, c'est la grosse fortune, il va commencer à créer tout. Et c'est Emmanuel, le fils aîné, qui mène tout ça. Et en 1920... apparemment, il meurt, et à ce moment-là, tous les membres de la famille ils vont décider de vendre leur participation à la boîte, de vendre leurs actions, et ça va passer dans des banques, entre les mains des banques, une banque qui s'appelle Osquier, et ensuite le Crédit Foncier, qui vont récupérer ça en grande partie, même s'il y aura toujours dans le conseil d'administration un membre de la famille Bastos. Mais enfin bon, à partir de 1920, ça passe clairement entre d'autres mains. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, la maison Bastos s'installe à Saïgon, à Dakar, au Cameroun, et en collaboration avec Job, une usine est construite près d'Ajaccio, sauf que j'ai contacté un pote qui est à Bastia et qui m'a dit non, c'est pas Ajaccio qu'elle est, c'est à côté de Bastia qui a l'usine. Enfin, c'est pour dire que quand même, ça a pris une ampleur assez incroyable à partir du moment où le fils, Emmanuel, a repris Bastos, hein, c'est-à-dire à partir de 1890, puis quand il crée en 1910, alors là, ça se développe un maximum. Et alors, il y a les cigarières. Les cigarières, j'adore cette photo que je vous ai montrée là, alors je ne sais plus où elle est, ici, là. Ces cigarières-là, j'ai au moins deux petits témoignages, non. Si, alors dans Bugnoz, le livre que j'ai là, hein, où il raconte l'histoire de Job, il y avait à Perpignan. Alors ça, Job, je pense qu'il y en avait un peu partout. Moi, du temps, je fumais des roulés, hein, je fumais avec du papier Job. Dans Bugnoz, il écrit « C'est un spectacle curieux que d'assister à la sortie des cigarières. Le touriste, surpris par la beauté piquante des jeunes ouvrières, ne pourra s'empêcher de penser à la Carmen de Mérimée, l'opéra, et la musique de Bizet viendra naturellement à ses lèvres. Malheur à lui s'il n'adresse pas quelques remarques flatteuses et ironiques à la fois à celles qui passeront près de lui. S'il se tait, elles se moqueront de lui et déroutées par des mots d'esprit auxquels il ne s'attendait pas. » Bon, alors il y a des choses qui sont très belles aussi là-dedans. Alors je vais peut-être vous lire le début, je ne sais plus trop, ou alors je vais avancer un peu, ou au moment où il parle des cigarières.
Avec les êtres humains aussi. Alors là, il est en train. Alors ce livre-là, en fait, il raconte pas Juan Buñoz, il raconte Emmanuel Buñoz, c'est-à-dire celui qui a pris le relais, le fils aîné de Juan Bastos, qui a pris le relais en 1800, à la mort de Bastos en 1889, il a pris le relais. Et il raconte son ascension à lui. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très réel, et il en fait quelque chose de spécial, mais peut-être que c'était ça. Avec les êtres humains aussi, son père avait toujours eu besoin de contact physique, et s'il avait gardé le même bureau, Jean-Paul, alors c'est Jean-Paul Buñoz et Emmanuel finalement, aurait pu surveiller sans quitter sa chaise l'atelier, où les cigarières roulaient les longues feuilles brunes de Havane et en faisaient les cigares si appréciés des connaisseurs. Deux points, ouvrez les guillemets, et vous savez, disait-on en clignant de l'œil, elles crachent sur les feuilles pour les faire tenir, et c'est sur leurs cuisses qu'elles les roulent sur leurs cuisses. Ça, j'ai adoré ce passage, parce qu'on les imagine cracher sur la feuille de tabac pour qu'elles tiennent droite, et qu'elles les roulent sur leurs cuisses. Ça rejoint un petit peu ce que tu avais dit, je crois, Marie-Ange, si je me rappelle bien. Bon, voilà pour Bastos, hein, j'aurais eu plein de choses à dire et tout, mais je ne veux pas manquer quand même le petit témoignage de Ali sur Merzel Kébir qu'il a donné hier. Enfin, qu'il m'a donné en fait il y a 1 heure, quelque chose comme ça, parce qu'il a dû regarder le live dans l'après-midi là, et il me dit, lui, ses parents, ils habitaient Ville-Nouvelle, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque Village Nègre. D'une part, en ce jour de lune de miel de mes parents, où les bombardements faisaient rage en 42, donc le jour de l'attaque anglaise, ils m'ont raconté que, domiciliés non loin de l'esplanade de Tata, c'est-à-dire la grande esplanade qu'il y a au centre de Ville-Nouvelle, ils se demandaient, ça veut dire qu'ils entendaient vraiment, ils se demandaient d'où cela pouvait provenir. C'est-à-dire qu'ils entendaient le bruit là-bas et tout ça, et ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Ils se demandaient ce que c'était que ce grand bruit là-bas. Et alors, deuxième chose qui témoigne, d'autre part, et 40 ans après, j'ai pu avoir une idée de ce que fut la taille d'une cartouche d'un obus, tout en laiton, provenant certainement d'un destroyer de l'US Navy, d'un diamètre de pas moins de 30 cm sur une hauteur de 80 cm, donc ça fait un truc comme ça et comme ça, repêché des profondeurs à hauteur de Monte Cristo. Alors Monte Cristo, ceux qui connaissent, hein, ça se trouve entre Oran et Merzel Kébir, c'est là qu'il y avait les Ben Laren avant. Repêché à des profondeurs à hauteur de Monte Cristo, ainsi qu'un tas de médailles d'officiers français, métaux précieux et moins précieux tels que des plaques de militaires US Marine et Royal Navy notamment. Bien des trésors demeurent enfouis, ils peuvent être sous terre, tout comme sous les mers, et qui cherchent, trouvent normalement. C'est-à-dire que lui, quand même, je pense, parce qu'on en avait parlé, mais il y a longtemps, il y a 1 an ou 2, quelque chose comme ça, il m'expliquait, alors que lui, je ne sais pas s'il a fait, mais qu'il y avait des plongeurs, des gars, des types, qui allaient plonger au niveau de Monte Cristo, là, pour aller chercher des tas de choses, du métal, notamment, dont ils pourraient faire de la revente, ou dont ils pourraient faire des objets, des bijoux, des tas de choses comme ça. Et ils allaient plonger au niveau de Monte Cristo pour aller récupérer des objets métalliques qui subsistaient de l'armée américaine et apparemment aussi de l'attaque de Merzel Kébir par les Anglais là, puisqu'on récupère des médailles, on récupère des plaques, on récupère des obus, on récupère des tas de choses là-dedans. Donc je trouvais ce témoignage intéressant par rapport à ce qu'on avait entendu hier. Salut Ali, je venais de lire ton témoignage, je vais te le relire rien que pour toi, et peut-être que tu pourras me commenter ça. Je vais garder juste la fin, c'est-à-dire ce que tu dis. Ce fut la taille. Alors d'autre part, 40 ans après, j'ai pu avoir une idée de ce que fut la taille d'une cartouche d'un obus, tout en laiton provenant certainement d'un destroyer de l'US Navy, d'un diamètre de pas moins de 30 cm sur une hauteur de 80 cm, repêché des profondeurs à hauteur de Monte Cristo, ainsi qu'un tas de médailles d'officiers français, métaux précieux et moins précieux, tels que des plaques de militaires US Marine et Royal Navy notamment. Bien des trésors demeurent enfouis. Alors je racontais quand même que j'avais eu des discussions avec je ne sais plus trop qui, peut-être avec toi, qu'il y avait des plongeurs qui partaient au niveau de Monte Cristo pour aller chercher des choses et revendre du métal ou en faire des objets, des bijoux et des tas d'autres choses comme ça. Donc peut-être que tu pourras me confirmer ça, soit maintenant, soit dans un prochain live, pour que j'en sache un petit peu plus sur ces histoires de plongeurs là. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent qu'à cet endroit-là, il y a du métal et que ça vaut le coup d'aller plonger. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je commence à faire des lives qui sont trop longs. C'est pas possible que je fasse une demi-heure quand même. Mais ça, c'est à cause du premier témoignage et quand même, je voulais faire passer certaines choses. Donc, je vous remercie d'être passé ce soir encore une fois, d'avoir été là. J'espère que ma connexion n'a pas été trop délirante, parce que je regarderai ça dans le replay pour me faire une petite idée.
Et je vous salue tous, on se retrouve demain. Je ne sais pas très bien de quoi je vais parler, mais je me demande si je peux parler du quartier Delmonte, que je connais pas très bien, mais enfin j'ai un truc qui est assez bien sur Delmonte. Je ne sais pas comment je vais en parler parce que c'est un petit film, mais on va essayer quand même, puisque j'ai eu deux personnes qui m'ont dit Delmonte, Delmonte, Delmonte. Eh ben alors on va essayer de faire Delmonte demain. Donc je vous salue, 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao les amis.